Bien le bonjour les amis, c'est Oz et vous êtes sur Oz Comics et aujourd'hui nous allons parler de ça dans cette vidéo pause. Ça c'est quoi? C'est le recueil Green Lantern / Green Arrow publié chez DC Comics dans la collection DC Archives. Voilà, collection caractérisée par ce bandeau, hein, que vous retrouverez à chaque fois sur les couvertures et ces petits encadrés avec des petits portraits de héros. C'est ce qui différencie les tranches de la collection DC Archives à d'autres collections urbaines. C'est un recueil, une compilation de plusieurs épisodes Green Lantern Green Arrow publiés dans les années 70 originellement. On est entre 70 et 74 de mémoire. Il y a les issues Green Lantern Green Arrow numéro 76 à 89 et quelques issues également de Flash. Voilà, les 217 à 219, 226. Et tout ça c'était publié donc entre 70 et 74. Tout est marqué ici. Voilà. Pourquoi Urban a décidé de rééditer Green Lantern Green Arrow, scénarisé par Denny O'Neil et mis en dessin par Neal Adams? Eh bien, c'est parce qu'il est avéré que ça, c'est ce qui a fait rentrer DC Comics dans l'âge de bronze des comics. Alors pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle quand je parle d'âge de bronze, d'âge d'argent, etc., je les renvoie à ma vidéo Trombinoscope épisode 0, dans laquelle je passe en revue rapidement l'histoire des comic books. Et je vous évoque donc ces termes, âge d'or, âge d'argent, âge de bronze, etc. Des périodes qui ont été définies, pas en direct, elles ont été définies beaucoup plus tard. C'est-à-dire que quand on est rentré dans l'âge de bronze, on s'est aperçu qu'il y a des choses qui changeaient, mais on ne s'est pas dit on rentre dans l'âge de bronze. Hein. Ça a été nommé un peu plus tard. Voilà. Santé. Et donc l'âge de bronze, c'est une période caractérisé par des discours beaucoup plus matures, des comics beaucoup plus, des histoires beaucoup plus, beaucoup plus adultes en fait, avec de vrais discours, de vrais enjeux politiques, sociaux, culturels. On parle de racisme, on parle de drogue, c'est le cas ici, on parle de sexisme, on parle d'écologie, on parle de plein de choses qui sont toujours d'actualité d'ailleurs, voilà. Et en très gros, les comics ne s'adressent plus seulement à des enfants, dans les années 70, mais on arrive voilà, sur l'âge de bronze et donc on va parler à un public beaucoup plus adulte, beaucoup plus vieux, le public qui a grandi en même temps que les comics finalement. Et la magie de Denny O'Neil et de Neal Adams, c'est qu'en plus de s'adresser à des adultes, on continue toujours à faire des histoires relativement simples que même des gosses peuvent comprendre. Ça c'est toute la magie en fait de Denny O'Neil. C'est-à-dire que n'importe qui peut y lire en fait. Voilà, il y a peut-être 2-3 références qui vont pas forcément sauter aux yeux des plus jeunes, mais ou 2-3 2-3 sous-textes, mais pour le coup, je trouve que ça fait quand même le taf pour des gosses, hein, clairement. Et puis quand vous avez la trentaine comme moi, ou vous êtes en tout cas un peu plus adulte, il y a beaucoup de choses qui vont vous parler là-dedans. Donc c'est pour ça que c'est fort et c'est pour ça que ça a marqué l'histoire, ça a révolutionné l'histoire des comics. Hein, ça. Neal Adams et Denny O'Neil, c'est également ceux à qui on doit le Batman qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire le Batman nocturne, le Batman solitaire, même s'il n'est pas forcément tout le temps solitaire, mais le Batman en tout cas un peu plus sérieux, le Joker beaucoup plus létal. Voilà. Dans les années 60, on était sur une époque où les récits s'adressaient exclusivement aux enfants. On était sur des récits de science-fiction avec des extraterrestres, des robots géants, ce genre de fantaisie. Et on avait le Batman d'Adam West, donc un Batman édulcoré, voilà, des histoires hautes en couleurs, un peu loufoques, même beaucoup loufoques par moment. J'ai pas la couverture du Batman avec son costume rouge et sa panoplie de costumes de toutes les couleurs, enfin bref, son costume zébré aussi. Voilà, c'est souvent la référence que je cite quand je parle de l'âge d'argent, des créatures, des personnages, entre guillemets, qui ont été créés pendant l'âge d'argent comme Crypto, le super cher. Vous voyez, on était vraiment dans une époque assez loufoque et délurée en fait. Et l'âge de bronze, la chape de plomb tombe dans les années 70, et là on a des récits beaucoup plus modernes et beaucoup plus ancrés dans le réel. Hop. Et après cette bière et la fatigue qui m'incombe, je pense que je serai beaucoup moins ancré dans le réel pour le coup. Bref, quoi qu'il arrive, alors je vais vous montrer un peu de visuel quand même, parce qu'on remarque que c'est la grande force de Neal Adams. La grande force de Denny O'Neil, je vous disais que c'est d'écrire des histoires qui s'adressent à tout le monde, et la grande force de Neal Adams, c'est de dessiner et de franchir les époques, de traverser les âges en fait, sans prendre une seule ride. Voilà. Son dessin est toujours magnifique, clairement. C'est sublime, c'est ultra dynamique.
Et bon, le découpage est relativement classique, hein. À l'époque, c'est vrai qu'on était plus sur des choses très conventionnelles. Mais il n'y a rien de foufou dans la mise en page, mais bon, c'est d'époque. Mais voilà, quoi qu'il arrive. Après, on retrouve des couleurs assez pétantes, assez flashy, hein, mais ça, c'est pareil, c'est d'époque. Mais voilà, le dessin, vous aurez remarqué qu'on est vraiment sur quelque chose de très détaillé. Et en très gros, alors le résumé, il y a plusieurs histoires là-dedans qui se succèdent, hein. La première, on a Green Lantern, qui est Hal Jordan, qui est ici, qui officie sur Terre en tant que Green Lantern, qui essaye de faire le bien. Et il est interpellé un jour par un homme noir qui lui demande pourquoi est-ce qu'il s'occupe de créatures extraterrestres de toutes les couleurs dans d'autres galaxies, sur d'autres planètes, et pourquoi est-ce qu'il ne s'occupe jamais de l'homme noir de la Terre, en fait. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il ignore la communauté noire afro-américaine, la communauté noire de la planète. Et ce à quoi il ne trouve aucune réponse. Donc il va se remettre en question, et son pote Oliver Queen, qui lui est un héros dit de gauche, hein, ça c'est moi qui même lui se caractérise de gauche, vous me direz, qui lui est un peu plus révolutionnaire, un peu plus anarchiste dans sa façon de faire, c'est-à-dire que là où Hal Jordan respecte la loi et essaye de l'appliquer, est très droit dans ce qu'il fait, un peu à la manière de Superman, et ben Green Arrow c'est un peu à la manière de Batman, quelqu'un qui va essayer, pour qui ça ne posera aucun problème de transgresser la loi s'il le juge nécessaire, pour sauver les opprimés, pour aider les pauvres et les gens en situation de détresse. Voilà. Donc on peut faire un parallèle Superman-Batman, hein, voilà. Hop, petite bière. Et ces deux-là sont très potes, malgré les différends qui les opposent. On n'y voit pas la justice de la même manière. Et du coup, ils vont partir en road trip autour des États-Unis, sous les conseils de Green Arrow, je crois, accompagnés de Gauntlet, le gardien le plus célèbre des gardiens de l'univers, qui pour le coup prend forme humaine afin de passer inaperçu. Et donc en fait ils vont aller sonder un petit peu les cœurs et les âmes américaines, voilà, un road trip. Ça c'est pour la première partie du bouquin, et après on part sur d'autres récits un peu plus fantastiques pour la plupart d'entre eux d'ailleurs. Lorsqu'Hal Jordan, interpellé par cette personne noire, se remet en question, en se disant j'ai jamais aidé la population noire, je me suis jamais, j'ai jamais mis mes super pouvoirs à leur service. Tu as l'impression que Dennis O'Neil, en fait, tu as l'impression que c'est un aveu de la part de Dennis O'Neil et au nom de tous les acteurs majeurs de la bande dessinée américaine qui porterait un regard sur le passé de la bande dessinée en expliquant qu'effectivement la bande dessinée américaine, le comic book, ne s'est jamais réellement intéressé à la communauté noire américaine. Et donc c'est un regard sur le passé, un aveu d'échec quelque part, et un témoignage de bonne volonté pour l'avenir, hein, avec la création du personnage de John Stewart, le Green Lantern Black, qui prend naissance dans ces mêmes années, toujours sous la plume de Dennis O'Neil et le crayon de Neil Adams. Origin story entre guillemets de John Stewart en tant que c'est le troisième Green Lantern de l'histoire, vous la trouverez là-dedans, donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, le fait de se dire putain en fait on s'est jamais intéressé à la population noire, en fait là il le fait dire par un des personnages qu'il a inventé pour les besoins du récit, mais voilà, pour moi c'est un aveu d'échec en se disant la bande dessinée américaine, elle n'a jamais porté d'intérêt en fait à la communauté afro-américaine qui la suit pourtant, et qui a permis pendant des années de faire tourner la machine, parce que des lecteurs noirs forcément il y en avait, et le succès entre guillemets, le fait que la bande dessinée américaine fonctionne toujours, c'est aussi grâce à la population noire américaine qui suivait les aventures de Superman et de Batman et qui ne trouvait pas de réels héros de sa propre ethnie en fait, de sa couleur de peau. Et du coup voilà, c'est une espèce de regard sur le passé en fait, et Dennis O'Neil dit on a fait les cons, on a déconné, maintenant on va essayer de faire en sorte que ça change à l'avenir, voilà. Et donc création de John Stewart en tant que témoignage de bonne volonté pour la suite. Que dire, alors il y a plusieurs histoires différentes les unes les autres, avec toujours un fil rouge conducteur, hein, ce duo improbable, Green Lantern, Green Arrow, si ce n'est la couleur de leur maillot qui les rapproche. C'est vrai que c'est un duo assez improbable, et j'étais très curieux de savoir ce que Green Lantern pouvait foutre dans une histoire road trip.
puisque voilà, Pascal Jordan, moi je sors de Geoff Jones sur Green Lantern, on est dans l'espace, on est à des années-lumière de la planète Terre, et même si parfois il y a des choses qui se passent sur Terre, Green Lantern c'est pas le super-héros le plus à même de défendre la Terre. Il a tout un secteur à défendre, généralement la Terre c'est quand même le domaine de Superman ou de Wonder Woman. Et donc du coup je me suis dit, qu'est-ce qu'il va foutre Hal Jordan sur la Terre? Ouais, ça m'interpellait, je me disais, mais merde, je suis curieux de voir un Green Lantern qui n'officie que sur Terre. Et pour le coup c'est ce qui se passe ici. À part une histoire qui se déroule sur Malthus et dont on va parler dans cette review d'ailleurs. Donc sans rentrer dans les révélations, on va avoir une succession de petits épisodes comme ça, avec toujours un sous-texte où on va aborder des thématiques qui sont clairement d'actualité, encore à ce jour, comme qu'il l'était à l'époque mais qui le sont encore à ce jour. Énormément de thématiques, donc le racisme, on en a parlé. Le sexisme, la position de la femme dans la société, et ici la femme est représentée généralement sous les traits de Black Canary. Hop, alors je sais plus si c'est elle parce que du coup Carol Ferris c'est Black Fan, ah ouais c'est elle. Dinah Lance qui est brune quand elle est en civil et blonde quand elle est en Black Canary. Et du coup il y a Carol Ferris aussi, elles ont un peu la même dégaine, un peu la même silhouette, un peu le même physique, donc du coup je confonds. Carol Ferris c'est la meuf d'Hal Jordan. Donc. Et du coup, le sexisme, le racisme, l'écologie également. Qu'est-ce qu'on a comme thématique? Il y en a plein. Il y a la PMA. Il y en a beaucoup. Hein. La drogue, forcément. Il y a une histoire qui est centrée exclusivement sur la drogue. Et d'ailleurs, qui est majeure. Une histoire dans laquelle Oliver Queen se rend compte que son pupille, ça se dit, ou son pupille, le jeune Troy... alias Speedy, qui est en très gros son Robin, hein, son acolyte, son sidekick, il se rend compte que le jeune homme il se drogue en fait, voilà. Et donc il va essayer de comprendre pourquoi, il va essayer de démanteler le trafic. Donc voilà, il y a énormément de sous-textes en fait, des choses très adultes qu'on ne trouvait pas forcément dans la bande dessinée avant, dans les années avant. C'est pour ça que ça c'est révolutionnaire, parce que c'est ce qui a marqué l'entrée de la bande dessinée américaine dans l'âge de bronze, je l'ai dit, je me répète. Je voudrais revenir sur un épisode qui m'a pas mal marqué. Alors l'histoire c'est Hal Jordan et Oliver Queen, le Green Arrow. Non, c'est tout bon. Ça déconne un peu mais ça a l'air de continuer à tourner, j'espère. Qui se rendent sur Malthus. Malthus c'est la planète dont sont originaires les gardiens de l'univers. Les Malthusiens. Et ils vont sur Malthus et ils se rendent compte que la planète elle est surpeuplée. Mais quand je te dis surpeuplée, c'est genre il n'y a plus 1 mètre carré qui soit disponible, tu vois. C'est-à-dire que les gens sont obligés de sortir de chez eux tellement il y a du monde partout en fait. Il y a du monde partout. Tous les 10 cm, t'as un gugus. Et quand ils survolent, d'ailleurs je vais essayer de vous montrer ça, quand ils survolent la surface de la planète, ils se disent mais il y a un problème, what the fuck, comment ça se fait qu'il y a autant de monde, autant de connards dans les rues. Donc ils vont essayer d'enquêter pour savoir d'où vient le problème, et en fait il s'avère il s'est passé un phénomène astrologique qui a fait que du jour au lendemain tout le monde est devenu stérile. Voilà, donc impossible de procréer, impossible de donner la vie, d'avoir des gosses sur Malthus. Et donc du coup ça a posé énormément de problèmes, et il y a une femme qui a décidé de manipuler les gènes, de manipuler la science pour contourner la nature, afin de recréer la vie en fait, afin de donner vie à de nouveaux êtres. Et du coup elle a fait ça dans l'excès, et c'est ce qui du jour au lendemain explique cette montée fulgurante de la population, cette croissance exponentielle de la population malthusienne. Et donc forcément Green Arrow et Green Lantern, je crois qu'il y a Dinah Lance qui les accompagne, Black Canary est toujours accompagné de Gauntlet sous sa forme humaine entre guillemets. Et ils vont réussir à arrêter la femme en question, coupable de tout ça. Et à la toute fin de l'épisode, je vais spoiler, je suis désolé, mais je suis obligé pour expliquer ce que j'ai envie de vous dire. À la toute fin de l'épisode, elle va fondre en larmes et elle va dire qu'entre égaux, elle ne voulait pas faire le mal. Voilà, loin d'elle cette idée. Tout ce qu'elle voulait, quand elle s'est retrouvée dans l'impossibilité de procréer, de donner la vie, lorsqu'elle s'est retrouvée stérile, tout ce qu'elle voulait, c'était trouver un moyen d'avoir des enfants, en fait, voilà. Voilà. Et donc elle fond en larmes et elle dit qu'elle ne voulait pas faire de mal, tout ce qu'elle voulait c'était avoir des enfants. Et j'ai trouvé cet épisode vraiment marquant pour le coup. Alors ça me marque à l'heure actuelle parce que je suis en train d'attendre un enfant, vous le savez, je suis en train d'attendre un gamin. Donc du coup je vais devenir papa, donc forcément ça me parle ce genre de truc. Et j'ai trouvé ça poignant parce que là où tu pourrais t'attendre
dès le début de l'histoire, là où tu pourrais t'attendre à une espèce de remise en question foireuse de la PMA. Alors, je me suis renseigné, la PMA, ça commençait justement dans les années 70. La PMA, pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est un moyen médical, un moyen scientifique, entre guillemets, de contourner justement la nature lorsque vous ne pouvez pas avoir des enfants, lorsque vous êtes stérile ou que votre femme est stérile. C'est un moyen, c'est plusieurs méthodes, plusieurs processus médicaux, scientifiques, qui permettent d'avoir des enfants de manière biologique, sans passer par l'adoption. C'est ça la PMA, procréation médicale assistée. Et du coup, donc je me suis renseigné, la PMA a commencé justement dans les années 70 avec les premiers dons de sperme. Voilà. Insémination artificielle, c'est une forme de PMA pour le coup. Et donc tu as l'impression que que Dennis O'Neil est en train de dénoncer la PMA comme étant quelque chose qui contourne les lois naturelles et qui va avoir des répercussions néfastes pour l'avenir de l'homme, en créant probablement de la surpopulation. Lorsque tu donnes aux gens le moyen de procréer alors qu'à la base la nature ne le pouvait pas, les empêchait de le faire, eh bien lorsque tu donnes les moyens à tout le monde de procréer, ça créerait de la surpopulation et ça pourrait foutre le monde dans la merde. Et donc quand tu lis ça, tu te dis mais où il veut en venir avec ce discours? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par la PMA et c'est un peu dégueulasse de penser ça, tu vois. Et à la fin, justement, avec cette révélation de la femme qui fond en larmes et qui explique que en fait personne ne peut vraiment la juger parce qu'elle, tout ce qu'elle voulait, c'était avoir des enfants pour leur donner tout l'amour d'une mère. Et tu te rends compte que c'était pas du tout une remise en question de la PMA, c'était plutôt l'ouverture d'un débat en fait. Dennis O'Neil, il n'est pas dans le jugement, il est juste dans la question et il ouvre un débat en fait, voilà. Il ouvre un débat sans juger. Et je trouve que c'est formidable. C'est formidable d'avoir ce degré de maturité dans une bande dessinée qui à la base est destinée pour les enfants. Voilà. Moi j'ai trouvé ça sublime. Alors par contre je ne suis pas aussi dithyrambique avec le début de l'histoire, le début qui est très centré sur le racisme. Puisque j'ai un peu de mal avec ça parce que j'ai l'impression qu'on a voulu, pour dénoncer le racisme, on est allé trop dans l'excès. Dennis O'Neil, j'ai l'impression qu'il est allé trop dans l'excès. Et pour dénoncer le racisme, il s'est contenté de tirer un trait entre les noirs et les blancs, en expliquant qu'en très gros, les noirs sont les victimes et les blancs sont les salauds. Et j'ai eu beaucoup de mal. Il y a pas mal de caricatures qui vont dans ce sens, avec cette espèce de propriétaire, ce riche propriétaire qui exploite la misère humaine dans le ghetto noir. Et il y a pas mal de stéréotypes, je trouve, de caricatures pour le coup. C'est pas seulement des stéréotypes, mais c'est des caricatures, vous voyez, c'est lui dont je parle. Donc vraiment l'archétype de l'industriel, du magnat de l'immobilier, gros, riche, blanc, peu scrupuleux, raciste et haineux. Un peu plus tard, on va avancer dans les histoires, et pareil, tu vas avoir un récit qui va mettre en scène une tentative de viol sur le personnage de Black Canary par un groupuscule de blancs, mâles, hétéros, bien américains. Alors je vais essayer de vous retrouver les pages. Voilà, ici. Black Canary sur sa moto qui se fait interpeller par un groupe de blancs, de mâles, quoi. Et les mecs, tu vois, caricature, les gars, ils ont carrément le casque de l'armée allemande de la Deuxième Guerre mondiale, donc tu vois, ça va un peu trop loin. En fait, j'ai l'impression que dans cette première partie du bouquin, vraiment, les blancs américains moyens, je parle pas d'Oliver Queen et de Hal Jordan, qui ne sont pas des blancs américains moyens, ce sont des super-héros, et lui est milliardaire, donc tu ne peux pas t'identifier à lui. Mais je trouve que les seuls personnages à qui un blanc peut s'identifier dans ce bouquin, en tout cas sur la première partie, c'est toujours des salopards. Des mecs qui essayent de violer Black Canary, qui sont des gros beaufs racistes et haineux, et on est toujours, les blancs sont toujours, sont toujours rapportés à ça en fait, toujours à ce genre de clichés sur les premières pages, sur les premières histoires. Et il n'y a pas que des clichés sur les blancs, il y a des clichés également sur les Amérindiens. Tu as ici un jeune personnage qui est descendant d'Amérindiens, ici, et qui ne peut pas s'empêcher d'utiliser le terme visage pâle quand il parle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il parle, oh visage pâle, c'est tout juste si le mec te sort pas Hugues à chaque fois qu'il parle, tu vois. Je sais pas, j'ai un peu de mal, c'est pas voulu, mais c'est maladroit, je trouve, de la part de Dennis O'Neil de dénoncer le racisme en exploitant des clichés. Un peu plus tard dans l'aventure, on nous présente un personnage asiatique qui nous explique que son père, lorsqu'il rentre de l'usine tous les soirs, il s'entraîne au katana. Tu vois, il y a des résurgences du cliché un peu raciste
qui pour le coup ne sont pas utilisés en tant que tels, mais c'est juste que c'est maladroit de trouver ça dans un bouquin qui nous dénonce le racisme en fait. Et voilà, c'est un avis personnel en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en lisant ce truc. Et vraiment le ressenti majeur qui m'a un petit peu... comment dire, qui m'a un petit peu freiné au début de l'histoire. Au début, j'avais un peu de mal parce que j'avais l'impression vraiment que les blancs américains moyens, eh ben, ils étaient toujours catégorisés en tant que racistes, beaufs, sexistes. Voilà. Et je me dis, c'est con de dénoncer le racisme en tirant une frontière comme ça, d'un côté les gentils noirs et de l'autre côté les méchants blancs. C'est pas comme ça que ça marche, malheureusement, les gars. C'est pas comme ça. Heureusement pour le coup, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Voilà, on peut pas se permettre de faire rentrer tout le monde dans des cases comme ça. Enfin, c'est un peu le problème que j'ai avec ce début d'œuvre. Après, pour le coup, ça se rattrape et l'écriture se fait de plus en plus fine. Je trouvais le staff fine et justement comment dire, l'épisode sur Malthus là, avec ce débat qui est ouvert sur la PMA. Je trouve que c'était fabuleux. Pareil sur la drogue. Hop, vous voyez ici le jeune Speedy, l'acolyte de Green Arrow qui se drogue pour le coup. Et ce que j'ai adoré dans cette histoire qui dénonce la drogue, c'est qu'elle se contente pas de dire la drogue c'est pas bien, il faut pas se droguer. Non, elle va essayer de chercher les causes, les raisons. Pourquoi est-ce que Speedy se drogue? Pourquoi est-ce que les jeunes se droguent? Donc il y en a un qui se drogue parce que justement en tant qu'asiatique, il est exclu un petit peu de la société, il se sent un petit peu opprimé. Troy lui se drogue parce que il estime que son mentor Oliver Queen le dénigre et les rejette. L'ignore également, et donc du coup voilà, on nous explique pourquoi on n'est pas dans le jugement une fois de plus en fait, on ne dit pas les jeunes qui se droguent c'est tous des junkies, c'est de la merde. Non, on nous explique que voilà, il faut prendre le mal à la racine et il faut comprendre il faut prévenir, voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Ce sont ces épisodes Green Lantern, Green Arrow qui ont réussi à faire rentrer le comic book dans une nouvelle ère. Là où chez Marvel, on est passé par la mort de Gwen Stacy, l'âge de bronze chez Marvel, il a été marqué notamment par la mort de Gwen Stacy. Il y avait une histoire aussi où Spider-Man, justement, une histoire qui dénonçait la drogue, où Spider-Man sauvait un jeune qui tombait d'un immeuble complètement drogué. Et c'est Stan Lee qui avait écrit cette histoire, Stan Lee en personne, et il s'était affranchi pour le coup des règles du Comic Code Authority qui étaient en vigueur à l'époque, qui faisait très très mal. Il s'en était littéralement affranchi, il avait décidé de publier le truc sans le petit macaron Comics Code Authority, parce qu'en très gros, il dénonçait la drogue. Et il faut savoir qu'à l'époque, tu n'avais pas le droit de parler de tout ça. Tu n'avais pas le droit de parler de racisme, tu n'avais pas le droit d'utiliser des insultes, tu n'avais pas le droit de montrer de la violence, tu n'avais pas le droit de dévêtir les femmes dans tes histoires, tu n'avais pas le droit de parler de politique. Enfin, tu avais ce qu'on appelle le Comics Code Authority qui était en vigueur, comité de censure, et qui frappait à tous les échelons. Et tu ne pouvais pas parler de drogue, c'était interdit de parler de drogue. Donc en 1970, quand Neil Adams et Dennis O'Neil sont arrivés avec ce récit sur la drogue, c'était clairement révolutionnaire, même si Stan Lee l'avait fait. Je ne sais plus si Stan Lee l'a fait avant ou après, mais Stan Lee l'avait fait en s'affranchissant littéralement du Comics Code Authority. Donc vous voyez, c'est toute cette période qui a fait rentrer... tous ces récits, toutes ces histoires légendaires qui ont fait rentrer le comic book dans l'âge de bronze et qui ont contribué à faire de la bande dessinée américaine ce qu'on connaît aujourd'hui finalement. Un petit passage avec Guy Gardner ici, le troisième Green Lantern de l'histoire, qui apparaît, qui fait une rapide apparition dans cette origin story de John Stewart. C'est la première apparition de John Stewart en Green Lantern. Rien que pour ça, les fans du Green Lantern, si vous n'avez pas encore lu ça, ce qui m'étonnerait, eh bien, ça vaut clairement le coup d'œil parce que ça fait plaisir de voir ce personnage, comment il a été créé, personnage qui officie toujours à l'heure actuelle et qui n'est jamais passé de mode. Et ça résume souvent ce que je dis quand on aborde le sujet de la diversité, que ce soit dans les comics, que ce soit dans les films issus de comics. Quand du jour au lendemain, on rend un personnage qui de base est blanc, et qu'on en fait un noir pour des soucis éthiques ou pour des soucis des soucis éthiques quoi. J'ai toujours ce problème, je préfère qu'on crée des personnages forts et emblématiques issus de diversité et de minorité plutôt que on change, parce que pour moi il est là le vrai racisme, c'est quand on se dit ah ben tiens, pour pas faire les racistes, le prochain Batman il sera noir. Non,
Ça, c'est du racisme. Ça, c'est du racisme parce que ça veut dire que tu ne veux même pas te faire chier à créer un personnage fort et à le hisser au rang des autres personnages qui sont déjà en place, justement. Et pour moi, c'est là où c'est fort, c'est qu'en 70, quand ils ont créé Jon Stewart, eh ben, ils ne se sont pas dit Al Jordan va devenir noir pour les besoins de notre récit. On va créer un nouveau Green Lantern noir. Et ça a de la gueule. D'essayer de créer des personnages comme Simon Baz, d'essayer de créer des personnages issus de la minorité et de les hisser au rang des autres, en fait, au même niveau que les autres. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas prendre un personnage qui est déjà d'une telle ethnie et le changer du jour au lendemain. Surtout qu'en plus, quand tu fais ça avec un blanc, et que tu te rends compte que tu peux pas faire ça avec une autre ethnie, parce que bah voilà, tu peux changer. Tu peux dire que ton Batman il est noir, que Bruce Wayne devient noir. Par contre, si tu dis que maintenant Jon Stewart devient blanc, ça va créer des émeutes, ce qui est tout à fait normal, tu vois. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans l'hypocrisie et être dans la discrimination positive, en fait. Bref, quoi qu'il arrive, ça c'est de la balle. Ça coûte 40, ça doit être 35 balles. Voilà, il y a 384 pages. Ça se lit pas très vite parce qu'on est sur de la narration de l'époque, donc il y a des bulles de pensée, il y a pas mal de choses comme ça qui allongent un petit peu les lectures, hein, voilà, qui alourdissent un petit peu la narration, vous voyez. Toujours des bulles de pensée pour commenter ce que tu es en train de voir. Donc je vois pas l'intérêt de commenter ce que nous on est en train de voir. Mais bon, c'était l'époque, c'était comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quoi qu'il arrive, j'ai trouvé que ça souffrait pas trop non plus de recontextualisation. Vous savez, c'est les... Par exemple, quand tu lis, je crois que c'est du Georges Pérez sur Wonder Woman, à chaque fois tu as des encadrés comme ça. Des encadrés jaunes où on t'explique ce que tu vas lire ou ce que tu as déjà lu. On te réexplique. Et ça c'est pareil, c'est des procédés qui alourdissent les lectures et qui te font que tu vas passer encore plus de temps à lire parce que c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus long. Et j'ai trouvé que là pour le coup ça en souffrait pas trop. Donc c'est plutôt cool. Voilà, ça a bien vieilli. Pour le coup ça a bien vieilli, si ce n'est l'utilisation des stéréotypes raciaux comme j'expliquais, ça c'est un petit peu ce qui m'a déplu et ce qui m'a un peu sorti de l'histoire en tout début de lecture. Bon, cela dit, je dois vous avouer, le tout dernier épisode, alors visuellement il est magnifique, regardez le dessin, on croirait un truc, franchement on croirait un truc moderne. Là clairement, là faut dire que ça a été édité dans les années 70. Alors je veux pas vous dire de conneries, histoire de complément issue du Flash 226, février-mars 74, pardon. 74. Et regardez, c'est sublime. Tu croirais un truc moderne, quoi. C'est pour te dire que ça a vraiment pas vieilli du tout. Par contre, cette dernière histoire, je dois vous le dire, elle est anecdotique. J'ai pas compris pourquoi ça a été publié là-dedans. J'ai pas compris l'intérêt de ce truc. C'était franchement... Ou alors je suis passé à côté de quelque chose, je sais pas, mais expliquez-moi. Hein, mais pour le coup, cette dernière histoire, visuellement, elle est magnifique, mais c'est tout, quoi. Elle apporte rien du tout et c'était bof, quoi. C'était très très bof. Je pense que c'était plutôt pour clôturer le bouquin sur une note légère parce que c'est un truc assez humoristique. Vu la chute, c'est quelque chose d'assez humoristique, donc je pense que c'est juste pour clôturer le bouquin sur une note légère. Voilà. Putain, c'est difficile de faire ces vidéos, les gars. En plus, j'ai rien préparé. Là, je fais ça en total impro. Hein. J'aime pas réciter un texte, c'est un truc qui me fait chier. Je le fais dans les causes comics parce que c'est le format qui s'y prête. Mais c'est vrai que j'aime bien parler de vive voix d'un truc et de vous dire ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu, même si parfois, c'est pas évident parce qu'il n'y a rien de préparé. J'ai pas de prompteur. Hein, c'est vraiment à l'arrache. Voilà. Attention toujours avec ces gros bouquins parce que surtout, là, les pages elles s'arrachent ici. Donc faites très attention. Une fois que c'est lu, vous y rangez et puis vous y touchez plus. Et puis évitez de faire ce que je vais faire là, c'est-à-dire faire ça pour contempler cette magnifique couverture comme il se doit. Voilà. Parce que c'est vrai que sur le coup, je me disais, mais ils font chier, pourquoi avoir choisi de représenter juste Oliver Queen sur un truc qui s'appelle Green Lantern, Green Arrow. T'as juste Oliver Queen, ça fait chier. En fait, c'est quand tu retournes le bouquin que tu comprends. Et du coup, ça, c'est une couverture qui a clairement de la gueule. C'est magnifique. Et du coup, il faut éviter de faire ça parce que t'as la reliure qui fout le camp, hein, qui part en javel. Bref. Ciao les zingues, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.